Eh bien, cet après-midi, nous allons donc partir dans tout ce qui est l'agriculture, la transformation, la recondition et tout ça dans un domaine assez intéressant puisque j'ai la chance d'avoir d'un côté une charmante dame, Isabelle Gomez, dont le site ou la raison sociale s'appelle La Saveur Sauvage du Fruit. C'est tout un programme. La mûre gourmande. La mûre gourmande, c'est encore mieux, encore mieux, encore mieux. Et Richard Champion, donc, qui s'occupe de châtaignes et qui fait du maraîchage en même temps. C'est ça. J'ai bien ça, je ne me suis pas trompé, donc c'est super. Alors bienvenue à vous tous et à vous toutes, hein, sur les ondes du Studio des Stores et sur toutes les ondes des radios qui nous diffusent. Et donc on va essayer de voir ensemble d'abord ce que vous faites et quel est votre... Alors honneur aux dames, Richard, ça va? Ouais, pas de souci. Ça m'arrange. Donc alors Isabelle, donc en fait, quel est ton travail réellement et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? Eh ben, j'ai repris depuis quelques années, depuis 4 ans, j'ai repris une exploitation qui existait déjà de mûres, qui pour la plupart des pieds ont entre 25 et 35 ans. Donc ce sont des vieux pieds, c'est pour ça qu'ils ne donnent pas les défauts qu'on donne souvent aux mûres, c'est-à-dire des gros fruits noirs qui n'ont pas de goût, qui n'ont aucun intérêt. Comme ils sont redevenus presque à l'état sauvage, ils donnent une super saveur et c'est pour ça qu'on les transforme. Alors la mûre, en fait, bon, c'est un fruit, effectivement, ça on est complètement d'accord là-dessus, mais quel va être l'intérêt justement de faire une transformation de ces fruits? Au départ, on n'était pas parti sur la transformation, on faisait partie d'un groupement, d'un GIE qui regroupait des producteurs de fruits rouges sur le plateau au-dessus, sur le plateau du Velay, Oui. et donc on faisait comme tout le monde, on ramassait, on en faisait nos barquettes, on les livrait, elles étaient dispatchées dans la nuit, un petit peu partout sur des détaillants en France. Et tu faisais les marchés aussi, non? Et les marchés aussi. Et puis on s'est rendu compte que c'est un travail de dingue, déjà à la formation des gens, des cueilleurs, parce que la mûre est un fruit capricieux et qui a une cueillette spécifique, on va dire. Oui, je pense, parce que ça peut s'écraser facilement. Tout à fait, c'est-à-dire que la mûre, elle porte bien son nom, on n'arrive à la cueillir que quand elle est mûre. Voilà. Et contrairement à la framboise ou à la fraise, quand on tire dessus, même si elle n'est pas mûre, elle vient. Tandis que la mûre, elle résiste, c'est quand même quelque chose de coriace, elle résiste. Mais le fait d'impliquer, de mettre ses doigts dessus pour la prendre, si elle ne vient pas, on l'a marquée, et elle ne va pas être super fière le lendemain. Voilà. Alors est-ce qu'on peut dévoiler la technique de cueillette de la mûre, ou alors c'est top secret? Alors, je vais dire un truc, c'est que d'habitude, c'est mon mari qui s'occupait des cueilleurs. Oui. Donc il est formé, je pensais que c'était toujours bon. Et puis quand j'arrivais en fin de matinée pour reprendre toutes les barquettes à repeser, tout recontrôler avant que ça parte au transport, je me rendais compte qu'il y avait plein d'horreurs qui étaient faites. Et quand je leur demandais de restituer la leçon faite pour mon mari, je me rendais compte qu'ils n'avaient pas cerné l'essentiel. Et en fait, moi, j'avais une phrase essentielle, et qui est rigolote, qui les amusait beaucoup, mais qui leur parlait. Je disais, tu vois, tu ne ramasses que la mûre qui est fière. Ah, joli. Parce que je trouve qu'elles ont, la mûre fière, celle qui est prête, on a vraiment, moi j'avais ce ressenti, j'avais vraiment l'impression qu'elle disait, vous avez vu comment je suis là? J'avais l'impression que ça pétait. Ouais. Elle a un petit mouvement vers le haut, vers le ciel, elle est très brillante. Elle est prête, mais c'est ce côté fier et se la péter. Ah, c'est joli parce que j'ai jamais entendu comme ça parler des mûres et là je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont se mettre à rêver. Tant mieux. Donc transformation de cette mûre, d'abord ramasser, et là il faut vraiment ces conditions, c'est-à-dire on ne peut pas se permettre de mettre des mûres écrasées dans les barquettes, etc. Alors jusqu'à l'année dernière, oui, quand on en faisait des barquettes, c'est vraiment, j'appelle ça un diktat, c'est bien pour ça qu'on s'est arrêté, parce que soi-disant on forme les gens à accepter le fruit et les légumes moches. Sur les légumes, ça passe peut-être encore un peu, je pense, mais sur les fruits, ça passe pas. Les gens, quand ils voient des fruits qui sont qui ont des drôles de formes et tout ça, ils pensent plutôt à Tchernobyl qu'un fruit naturel. Ah ouais, c'est vrai, il a du mal là-dessus. Enfin, ici, c'est pas une référence, parce que les gens ont l'habitude quand même du fruit naturel, mais ailleurs. Donc cette dictature, en ville, urbain. Donc la dictature de la barquette où il ne faut absolument pas qu'il y ait une goutte de jus, qu'il n'y ait pas de grains qui soient irréguliers, machin. Ça a été pendant quelques années, et puis j'ai dit à mon mari, on arrête, parce qu'on paye beaucoup de monde pour ramasser. C'est difficile, c'est long, et puis finalement on ne ramène pas plus. Et tu as employé le mot de dictature, auquel j'adhère totalement,
Parce que c'est vrai que c'est la dictature de la beauté du fruit qui n'est pas forcément la qualité, et encore moins le goût parfois. C'est ça. Et puis le complexe, hein, parce que moi j'avoue qu'avec mes pieds qui avaient entre 25 et 30 ans, mes fruits ils sont tout à fait, ils ont la taille d'une petite framboise, ils n'ont pas la taille des murs qu'on voit un peu partout. Ouais. Et du coup, ben, toi quand tu arrives avec tes quelques plateaux et puis tu te compares avec des gars qui arrivent avec des transpalettes, qui descendent leur truc et qui font des fruits qui ont presque la taille d'un abricot, d'un petit abricot, ouais, tu te fais ton petit complexe des gens en disant ouais. Donc c'est pour ça qu'on a laissé tomber, parce que la plus-value, la valeur ajoutée, c'est de transformer. D'accord. Donc on peut dire que quand même, tu es dans un contexte naturel. Oh ben, en adéquation complète, cohérence complète, ah ouais, naturel. C'est du bonheur, on ne vit pas tous les jours, hein, ça c'est sûr, mais c'est du bonheur t'atteignir sous ta fenêtre. Tu y es tous les matins à 6 heures, que ce soit en hiver pour tailler, pour attacher, pour récolter, pour brûler ce que tu as taillé et puis transformer tout le long de l'année. Ben ouais, ça c'est du bonheur. Et puis finalement, vendre de la qualité. Ben ouais, si tant est que les gens s'approchent et goûtent tes produits, ouais, ça c'est sûr, mais ouais, c'est vendre de la qualité. C'est-à-dire que justement, je n'organise sur les marchés où je vais que de la dégustation, parce que comme ça part tout seul, que tu as besoin de... Parce qu'en fait, on rentre dans une société, bon, cet été, il y a cette canicule qui a existé, qui, je pense, permettra peut-être une prise de conscience sur la dinguerie dans laquelle le monde est en train de partir, quoi, je veux dire. Et l'idée que nous on développe dans notre émission, c'est plutôt que de la quantité, trouver de la qualité et de la qualité naturelle. Alors tu voulais aborder un sujet sur le biologique, ça peut être tout à fait intéressant comme discussion, parce que moi j'ai interviewé beaucoup de gens qui, comme Richard, son maraîcher et tout, qui me disaient oh non mais le bio, on est obligé de payer, c'est pas forcément un truc qui soit tout à fait rigoureux, etc. Peut-être il vaut mieux la pleine terre. Alors Richard peut-être pourra nous en parler aussi de ça, mais donc quel est ton point de vue à ce niveau-là? Bah, mon point de vue, c'est surtout d'où je viens, quoi, parce que moi je suis absolument pas... Bon, mes grands-parents étaient maraîchers, mais moi j'ai pas du tout suivi, moi j'ai fait des hautes études, j'ai pas du tout suivi un cursus là-dedans. Donc, quelles hautes études? Bah, écoute, on parlait de la Suisse il y a pas longtemps. Il y a quelques années, il y a 5 ans, je travaillais encore aux Nations Unies à Genève. D'accord. Donc oui, ben, j'étais dans les relations internationales. Je vais te poser juste une question. Je te redonne la possibilité de retourner à Genève, vivre, etc., avec un salaire mirobolant, avec une maison du côté de Plainpalais, ou je sais pas où, etc. Tu fais quoi? Je fais quoi? Mais même pas j'y pense. Je sais pourquoi j'en suis partie. Donc je sais pourquoi je n'y retournerai pas. C'est un pays, c'est mon pays. J'adore, hein, ça n'a rien à voir. La Suisse. Hein? C'est horrible la Suisse? Non, c'est pas horrible. Non, parce que tu vois, je suis pas toute jeune, je suis restée quand même. Pourquoi tu retournerais pas? Parce que c'était pas en cohérence avec ce que j'étais profondément. Je pense après, quand tu as fait ton cursus professionnel, tu as été au bout de tout ce qui t'a plu. En fait, c'est mon corps qui a lâché, j'ai eu un accident. Et c'est mon corps qui a parlé avant que je prenne la décision. Ça faisait 1 an que je me disais, il faut que j'arrête, faut que j'arrête, faut que j'arrête. Puis le corps a dit, ben, on se barre parce que sinon ça va pas le faire. Puis on est parti. Et comme on connaissait bien le coin ici, on a craqué, on a acheté, on s'est installé ici, on a tout lâché, tout. Mais quand même, tu es d'accord avec moi que le lac de Joux peut-être te manque un peu. Ah ouais, les belles choses, ça te manque toujours. Ouais. Mais tu dis ça toujours dans le cœur et dans la tête. Ouais, donc alors, transformation, donc on est parti avec les murs, qui finalement, bon, bah, c'est pas terrible de vendre sur les marchés, etc., la cueillette, etc., difficile et tout. Donc, transformation. Ouais, transformation, tu me parlais de naturel, dans le sens où moi je l'ai pris comme ça, sans savoir. Quand notre voisin qui était propriétaire de ces murs est venu nous voir en disant ouais, vous m'avez toujours dit que le jour où je vais les lâcher, je viens de vous en parler. Ben, c'est ce qu'il a fait, il est venu, il a dit mon bail s'arrête dans 1 semaine, parce qu'en fait il n'en était pas propriétaire, il était en gérance. Et puis ben, on a dit, bon, en fait on n'avait pas d'argument pour dire non, on a dit oui. Je suis allée voir des tutos en disant comment on fait pour couper tailler et tout ça. Je me suis dit, ça a l'air bien compliqué. Après, je suis allée voir Henri Desbeaux, qui est notre parrain, hein, qui m'a gardé un petit peu, qui est venu voir les murs et qui m'a dit, mais c'est bien ce que tu as fait, continue ma fille. Et puis, du coup, ben, on a continué parce que c'était pas difficile. Donc, le naturel, par la force des choses, j'aurais pas su faire, j'aurais ni l'expérience, ni les sous pour pas faire du naturel en fait. Nous c'est par défaut parce que s'il faut commencer à mettre des produits, on sait pas lesquels, on sait pas comment, donc on met rien. Et puis tu engraisses Monsanto, donc... entre autres. Donc transformation alors. Ouais. La transformation, comme je disais tout à l'heure, par rapport au diktat du ramassage et puis la petite plus-value qui est finalement elle est maigre
du fruit frais au kilo. On s'est dit on va tout garder pour nous, on va cueillir, on va tout garder et on va tout transformer. Donc j'ai commencé une gamme simplement, on va dire, par de la confiture de mûre et d'épinay. Et puis après j'ai dit il faut développer, donc j'ai fait du coulis sucré au miel et puis des pâtes de fruits, parce que les pâtes de fruits, les créneaux, il n'y en a pas beaucoup sur le terrain. De la bonne, il n'y en a pas toujours non plus. Et voilà, donc pâtes de fruits naturelles, on y est, quoi. D'accord. Et donc là, maintenant, le réseau, la distribution, ça se passe comment? Comme tout le monde, au tout début, c'est du porte-à-porte, c'est te faire connaître, c'est faire goûter, c'est démarcher les magasins de producteurs. Alors moi, j'ai pas de label bio, donc je ne suis pas distribuée par les magasins bio. Mais par contre, tous les magasins de producteurs dans le coin, toutes les petites épiceries sympas, les épiceries frines, les choses comme ça, donc on est dans. Sont attachés. Ouais. Et puis le marché du samedi matin, pas sur mon secteur, je vais sur le plateau, je vais au Chambon-sur-Ligny. Ah bon? Ouais. Ah tiens. Ah tiens. On ne connaît pas. Ah, ouais. Ouais. Ah ben on aura l'occasion de se voir alors. Ah ben, plaisir. Bon voilà, donc cette transformation, cette remise en question de ta vie, oui. Tu la regrettes? Ben non, non, je ne risque pas, c'est du bonheur, vraiment chaque fois je me dis mais je l'entends fort ce bonheur, parce que la nature, c'est ça, c'est déconnecté, tu es obligé de suivre par les saisons, tu es obligé de suivre comment ça avance, et puis ouais, elle te le rend bien, quoi. Alors, est-ce que tu conseillerais à des jeunes, à des gens qui ont envie de larguer les amarres, parce que quelque part, en ville, tout le monde étouffe maintenant, ça devient une grosse catastrophe, venir par ici sur design, je vais me faire Attention. Un chant par Erickson, ça va, c'est bon? Design, tu l'as bien dit. Design, ouais. J'étais vraiment étonné de cette orthographe, n'est-ce pas? D apostrophe, D, E accent aigu, S-A-I-N, qu'on dit design. Alors, en fait, je me suis on fait va faire expliquer. un petit cours. Tu t'es fait expliquer. Non, mais attends, il y a plein d'explications. J'ai déjà 2 explications, ouais, alors j'en attends une 3e. Ah ben non, c'est certainement une des 2. Les sagnes, Voilà, c'est les marées. Voilà, ce que Geneviève nous a dit. Donc voilà, il y a de grandes chances que ce soit Mais pourquoi il est écrit avec un I? Tu sais, quand ils sont passés au français, ils ont fait un peu n'importe quoi. Ouais. Quand ils ont commencé à savoir. De patois à français. D'accord. Ah oui, ils ont mis un I là qui se baladait, je sais pas pourquoi. Ouais. C'était saignant, cuillère pointe, saigne. Et bien donc, ça permet la transition avec Richard, qui lui donc est maraîcher et fait des châtaignes aussi. Castaniculteur. Castaniculteur. Ah, c'est beau comme mot ça. Hein, ouais, ça la pète. Ouais. Ça la pète. Donc alors, Richard, toi, donc ton activité est principalement de faire du bio, donc, ou de la pleine terre, je ne sais pas, tu vas nous expliquer. Bio et pleine terre, ça va souvent ensemble. On ne peut pas faire du bio hors sol, hein, ça n'existe pas encore. Après, on peut faire du bio sous serre. D'accord. Ça c'est de plus en plus répandu. Même sur le design, on a des grands producteurs de cerises sous serre. Les cerises les framboises sont beaucoup sous serre maintenant, fraises sous serre. Parce qu'on a souvent des plus gros calibres. Mais en bio, ça passe. Mais par contre, il faut qu'il y ait un contact avec le sol. J'y dis encore parce que les choses changent. Donc, il y a eu un débat qui s'est passé il n'y a pas longtemps sur les tomates. Faut-il chauffer les serres pour avoir des tomates en hiver? Donc ils ont tranché, on peut les chauffer, mais pas n'importe quand. Eric a une technique pour faire rougir les tomates. Donc lui, il se met tout nu devant les tomates et il semblerait que les tomates femelles principalement rougissent mieux. Merci. Et j'ai une grande honte là. Merci. Et pourquoi les tomates Qu'est-ce qui se passe? T'as une technique là pour faire rougir les tomates? Déjà, il n'y a pas de tomates femelles ni de tomates mâles. Non, mais bien sûr, c'est n'importe la même. Et ben, il faut. Ça dépend des saisons. Sur les saisons comme actuellement, où quand même on a commencé, c'était assez froid. Là, il faudra avoir des serres pour des tomates actuellement sur design. Moi, je suis design le haut, on va appeler ça. Je suis à 800 mètres. D'accord. Donc, design, c'est plutôt dans les 400. Donc, moi, sans serre, j'aurais pas encore de tomates. Donc, il y a aussi un peu. On s'adapte souvent avec avec sa ferme et aussi en fonction de ce que les gens demandent localement, parce que moi j'essaye de vendre. Donc tu prônes les circuits courts en fait. Sur le maraîchage, je suis qu'en circuit court. D'accord. Et ça représente presque 60% de ma production maintenant, voire plus. Et est-ce que tu penses que c'est quand même l'avenir, les circuits courts? Bien sûr que c'est l'avenir. Moi je le pense aussi, mais je veux dire bon. Hein. Il n'y a plus à y penser maintenant, il faut aller vers.
C'est fini de penser que c'est l'avenir ou pas l'avenir, on a déjà débattu pendant des années. Tout à fait. Il faut arrêter les transports, donc pour arrêter les transports, il faut produire de plus en plus proche des besoins. Donc alors, ton principe de distribution, en fait, dans les circuits courts. Et bien moi, il est très simple, en fait. Je vends essentiellement sur un marché producteur le samedi matin, donc à la Mastre. C'est un marché réservé aux producteurs du canton. Ah d'accord. Il semblerait que le marché de la Mastre soit énorme, hein. C'est vraiment un très très gros marché. Je faisais les deux à une époque, je faisais aussi le Chambon. Ouais. Du samedi. Ouais. Je faisais le mercredi au Chambon et le samedi le petit marché du Chambon. Ouais, qui était quand même pas mal. Le mercredi, c'est un petit marché, c'est quand même pas mal. Les Sud de la Mastre, je le trouve bien supérieur en fait. Et en termes d'évolution, actuellement, je sens qu'il y a de plus en plus de monde, mais pas que des touristes, aussi pas mal de gens locaux. Il a une très bonne réputation, enfin, tout le monde le dit, hein, dans tous les villages qu'on a pu. Où on a pu rencontrer des gens, tout le monde disait que le marché de la masse c'était quelque chose de chouette. Il y a beaucoup de producteurs en bio, on peut quasi tout trouver en bio, du cochon, agneau, fromage de chèvre, fromage de brebis, fromage de vache maintenant. D'accord. Et légumes, il manquerait les fruits en bio. D'accord. Le pain aussi. Il y a le pain. Ouais. Oui, il y a le pain, oui. Le miel. Non, il n'est pas en bio, Stéphane. Alors, donc toi tu es bio ou pleine terre? Pleine terre, on est obligé pour être bio. D'accord, ok, mais tu es bio, tu as une certification bio. Oui, je suis certifié par EcoCert. D'accord, voilà. Donc tu parlais tout à l'heure, il y en a qui disent que ça coûte cher en fait de se certifier. Ben, il semblerait, oui. Moi je dis que c'est une erreur. C'est Alors, une erreur de explique-nous. réfléchir à ça. Explique-nous. De penser ça. C'est une erreur déjà parce que c'est pas vrai. Donc moi, ça me coûte à peu près 440 € je crois TTC, le contrôle EcoCert, voilà, c'est un contrôle par an, donc il vient. Et ça me rapporte par rapport aux aides, donc on a ce qu'on appelle un crédit d'impôt. Parce qu'il y a des aides qui sont Bien pour sûr. bio maintenant. Il y a des aides, crédit d'impôt, cette année c'est passé à 3 500 €. Ah oui, c'est pas. Donc tu fais déjà la différence, tu as plus 3 000. Tu n'as rien produit, tu as Oui, juste fait remplir un papier, crédit d'impôt, c'est très simple. Okay. Et ensuite, après, tu as des aides de la PAC, la politique agricole commune, qui a lancé des aides de maintien à l'agriculture biologique, qui vont être supprimées l'année prochaine ou cette année, on ne sait pas, c'est un peu vague pour moi, je n'ai pas tout compris. Et là, tu pouvais toucher aussi entre 3 et 4 000 €. Donc ça veut dire qu'un jeune agriculteur qui démarre aurait peut-être tendance à se mettre directement dans le bio. Parce que la transformation est quand même délicate, non? Je vais te parler de ce que je La connais. transition, oui. Parce que ce que je ne connais pas, c'est entre l'arbre, je suis très mauvais en arbre, j'ai quelques arbres, mais je suis catastrophique, je ne suis pas bon. Moi. Donc je pense que en arbre, c'est compliqué de passer de la chimie, on va arrêter de dire conventionnel, on peut lier les vrais termes, de l'agriculture chimique. Bah oui, c'est ça, c'est le mot. Et de passer de l'agriculture chimique à l'agriculture biologique, je pense que c'est compliqué quand on est en arbre. En maraîchage, normalement, tu as 2 ans de conversion de terre, c'est-à-dire que pendant 2 ans, tu produis en bio, mais tu ne peux pas vendre en bio. Oui, d'accord. Parce que la terre est souillée. Donc. Parce que la terre, on estime qu'il faut 2 ans pour que les résidus de pesticides. Ça te paraît juste, ça, 2 ans ou... Un peu limite, je pense. Ouais, ça dépend ce que tu as mis dedans. Après, sur les cas un peu qui estiment limite, ils peuvent demander des analyses de sol. Et là, pendant ces 2 ans, il n'y a aucune aide, donc. Ou bien si tu as l'aide, la PAC te donne de l'aide sur la conversion. Le problème, c'est de savoir est-ce que c'est viable ou pas. Quoi. Comment ça? Est-ce que tu peux quand même vivre, quoi, je veux dire, parce que chez nous en Suisse, il y a beaucoup de gens maintenant qui se tournent vers le bio, hein, il y a énormément, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'aide, hein, et ils arrivent quand même à s'en sortir pendant cette transition. Peut être. C'est un challenge, je pense qu'on ne fait pas ça pour l'argent. D'accord. On fait ça par rapport à une éthique. Est-ce qu'on est capable au fait, de produire des produits qui vont nourrir les hommes, au fait, et en sachant que tu as un risque de les intoxiquer. C'est quand même dur de penser ça. Mais oui. Ouais, c'est. Bon, moi, je ne pourrais pas. J'ai jamais été un chimiste. Mais oui, il y a quand même actuellement une prise de conscience des consommateurs, en tout cas, je l'espère. Sur le canton de la Mastre, on le voit, cette prise de conscience. C'est une prise de conscience double. C'est une prise de conscience locale, parce que le marché de la Mastre n'est pas que bio, mais il y a aussi une prise de conscience locale et bio. En fait, ils sont. Ce marché se développe, je pense que c'est par rapport aux deux, circuit court et aussi agriculture biologique.
Parce qu'on voit sur les marchés que je fréquente régulièrement et tout, des énormes stands étalent de produits chimiques, appelons-les par leur nom, etc. Je ne vais pas faire que des copains. Moi je m'en fous, je suis très tranquille et tout. Moi, les gens connaissent mon opinion, moi je suis médecin homéopathe, donc je veux dire, automatiquement, tu vois, déjà, j'ai pas que des copains. Ah, mais c'est un bon débat, l'homéopathie en ce moment. Pardon ? C'est un bon débat, l'homéopathie en ce moment. Oui, mais il y a homéopathie et homéopathie, mais ça on en parlera en antenne. Je vous expliquerai mon point de vue. Mais ceci étant, donc effectivement, il y a quand même, il semblerait, et c'est ce qu'on souhaite, une prise de conscience des consommateurs. Ben oui, moi je pense qu'elle est là. Mais il faudrait peut-être encore un peu plus d'aide publique pour développer encore plus l'agriculture biologique. On a tendance actuellement à plutôt... le nombre de paysans en France diminue. Ça, c'est une réalité. Pourquoi il diminue? Parce que le problème, c'est l'acquisition de la terre. C'est difficile de s'installer parce que c'est difficile d'avoir des terres actuellement. C'est lié à la SAFER, ce truc-là, ou bien non? Je pense que c'est plutôt une histoire d'aide, mais ça, il faudrait plutôt demander aux éleveurs. Moi, je ne maîtrise pas tout la PAC. Je maîtrise mon petit coin maraîchage et châtaigne. Je pense que les terres sont primées. Donc maintenant, si tu veux lâcher une terre, en fait, tu n'as pas envie de la lâcher parce que tu as des primes dessus. Et ça fait monter puis, le prix de la terre. Donc quand il y a une ferme qui arrête, elle a plutôt tendance à partir à l'agrandissement d'une autre ferme qui va toucher de l'argent par le biais des subventions sans rien foutre. Enfin, sans travailler vraiment la terre. Tu n'as pas une obligation de travail. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais il faut le dire, ça c'est quand même important, en fait, parce que on a quand même besoin de toute façon des agriculteurs, des éleveurs et des maraîchers, etc. Donc il faut quand même qu'on bouffe, quoi. Il faut, nous on prenait au fait au début, là, on s'était réunis avec plusieurs agriculteurs, d'essayer de répartir les terrains actuellement sur le canton de Vézène en fonction de ce qu'on avait besoin. Ce qui est logique. On se retrouve, les bonnes terres, c'est souvent pour faire de l'herbe pour les vaches, alors on s'est dit peut-être qu'on pourrait prendre plus les terres des fermes qu'on avait ensemble pour faire du maraîchage et plutôt là-haut faire de l'herbe pour les bêtes, tu vois. Mais c'est très très compliqué de mettre ça en place. Alors il y a une question qui me vient à l'esprit comme ça, donc si on s'en réfère à des grands philosophes qui ont existé, comme Gandhi, il semblerait qu'effectivement, l'une des solutions pour nourrir la terre soit un peu plus de végétarisme. Alors c'est peut-être quelque chose qui va peut-être t'intéresser en tant que maraîcher, mais je veux dire, est-ce que continuer à faire une culture intensive de maïs pour nourrir des bêtes et bouffer de la viande, est-ce que ça vous paraît logique avec une envie d'aller vers un autre monde? Bon, je pense que comme toute chose, c'est la mesure. Donc si les gens, aujourd'hui il a été quand même avancé que manger de la viande tous les jours c'est une aberration. Donc pourquoi priver les gens du plaisir de la viande qui je veux dire, l'humain, l'homme est aussi un chasseur, il a été comme ça, il peut très bien continuer à manger de la viande, mais si tout le monde le faisait une fois par semaine, et pas plus, on s'en sortirait, on pourrait quand même redistribuer les terres autrement que ce qui se fait. Nous ici en Ardèche, on n'est pas objectif, parce que quand on voit cavaler des cochons dans les forêts et qui vont être servis sur le marché avec du porc bio, et toute notre viande ici dans le coin est une viande, on va dire, respectueuse. Jusqu'au bout de ta fourchette, tu vas manger un animal qui aura été conduit, élevé avec respect. Mais après, le problème, c'est ça, c'est quand on voit toutes ces façons d'élevage intensif sur des animaux, qui, certains ont encore la chance de sentir ce que c'est de la terre et un rayon de soleil, mais beaucoup d'autres, la majorité, c'est pas le cas. Ils ne mangent pas d'éléments bruts, ils ne broutent pas, ils mangent que des choses transformées, des farines, tout ça. Ils sont éloignés de leurs conditions de vie. Et tu te dis, mais ça c'est une aberration. C'est là-dessus, c'est dans le nombre qu'on arrivera à réguler ce genre de truc, à faire tomber ces aberrations. Mais bon, regarde, on parle en ce moment de ces accords avec le Canada. Je veux dire, on est en plein dedans, parce que c'est de gros exportateurs de viande, donc, et qui ne sont pas du tout conduites de la même façon qu'on a. Alors, on n'a rien contre fermer les portes, on ne va pas devenir... Mais tu te dis, on ne va pas sur certaines choses, dans la tête, le discours, on le trouve intelligent et cohérent, mais après, il y a plein de non-sens qui fuitent à d'autres endroits, donc c'est pas facile. C'est pas facile. Alors bon, dire que le végétarisme c'est la solution, c'est peut-être un peu trop rapide comme discours,
Mais en tout cas, ouais, de mettre de la mesure dans toute chose, de manger des abricots du matin au soir, c'est pas plus cohérent que de manger de la viande à tous tes repas. À partir du moment où on équilibre ses repas, manger du fromage à tous les repas, c'est pas bon non plus, etc. Et boire du vin comme un... tout est dans la mesure. Le problème, c'est qu'on n'est pas comme ça dans notre société, quoi. Voilà. Roland. Hein? Oui, à toi. Richard, pardon. Ouais, Roland. Tiens, il est mort de haut, il y a la mort. Non, Eric n'a aucune charité chrétienne, hein, je tiens à vous dire. Hein, donc Richard, toi, ton point de vue. Moi, j'élève quelques animaux, mais pour moi, c'est des cochons. Et c'est pratique pour recycler tous les invendus. D'accord. Tu vois, tout ce qui est invendu en légumes et en châtaigne aussi. Tu as pas mal de châtaignes que tu ne peux pas commercialiser. Donc, soit tu les jettes, soit tu donnes à des bêtes. Et un autre truc que je voulais dire, c'est que si tu regardes autour de nous, là, enfin là, on ne peut pas, là, parce qu'on est dedans, mais tout le paysage est façonné par l'élevage ici. Si tu regardes tout ce qui est vert, c'est pas du maraîchage, c'est un peu de l'arbre aussi qui façonne le paysage maintenant avec les serres, là. Mais tout ce qui est vert, les prairies, tout ça, c'est du maintien qui est fait par l'élevage, quoi. Soit du pâturage, soit du fauchage. Et la forêt gagne, hein, quand même. Hein. Et c'est de moins en moins vert. Ah ouais, de moins en moins vert. Ah ouais, ça c'est vraiment... Justement, ce matin, je regardais une carte postale du début du siècle dernier, du village, mais c'est impressionnant, quoi. Il n'y avait pas du tout d'arbres derrière, en face, il n'y avait pas d'arbres du tout, ce n'était que des prairies, des prairies, des prairies. Oh, tu regardes, tu dis, waouh! Alors que là, la forêt, elle est aux portes de partout. Mais est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Tant que le pétrole sera pas cher, ça peut marcher comme ça, mais le jour où le pétrole est à 5-6 euros le litre, ça ne marchera plus comme ça. Explique-toi là. Ce système, au fait, que tu dis, là, il y a 50 ans, ça marchait parce que des années, il y avait 3000 personnes, il y avait énormément de gens ici. Ouais. Là, on a remplacé les hommes par des machines, là où elles peuvent aller. Là où les machines ne peuvent pas aller, on a mis de la forêt en plus rentable. D'accord. Mais la forêt, on a eu toute une émission sur la reforestation, où il semblerait qu'en Ardèche, la reforestation soit faite de manière intelligente, c'est-à-dire en fait avec une grande diversité, et ça serait un exemple pour la France entière, voire même l'Europe. Hein. Donc on a un grand spécialiste qui est intervenu dans l'émission et qui nous a expliqué ça. Alors je sais pas, moi il me semble que vraiment on a besoin de O2, d'oxygène. Hein. Je veux dire, si on n'a pas de dioxygène, c'est quand même les arbres qui nous les fournissent. Oui, c'est évident, hein. De toute manière, nous on s'y est installé pour ça, c'est qu'au début, on venait participer au trail et de courir et de voir toutes ces variétés, ces arbres, ces espèces mélangées. On trouvait que c'était magique, quoi. Alors qu'on venait quand même de Savoie, de Suisse, où il y a quand même de belles forêts, mais qui n'étaient pas aussi variées, aussi chouettes qu'ici. Mais en même temps, c'est sûr qu'on fait partie des départements les moins pollués de France, parce qu'on n'a pas de passif industriel, de chimie, etc. Donc c'est aussi une chance. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ce... Excuse-moi, Richard, je t'interromps. Ça me revient en idée, cette notion de trail dont tu nous parles. Reviens un peu là-dessus. Eh ben, écoute, on a fait partie avec mon mari. Bon, moi je l'accompagnais, mais quand je l'ai rencontré, c'était un trailer, un coureur assidu. Donc il a même participé à l'UTMB, hein, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Alors attention, hein, pour les auditeurs, c'est pas de la moto de trail, soit très clair. Hein. C'est de la course nature, en forêt, endurance. Ah oui, c'est surtout des grosses distances. C'est intensif. En fait, ici, dans le village, on a un des plus anciens trails de France. Ah ouais. C'est vraiment qui existe depuis plus de 15 ans. Alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est développé de plus en plus. Tous les départements ont leur trail. Tandis qu'ici, on faisait partie vraiment des plus anciens. Et on y venait il y a plus de 15 ans, quoi. Et on faisait partie des premières éditions où on adorait l'ambiance des bénévoles, ce petit truc, et on a craqué pour ça. Et quand on l'avait dit au maire, à M. Barre, et quand il nous avait posé la question en disant « Mais qu'est-ce qui vous a amené ici ?» On lui a dit « Mais monsieur, ça fait 10 ans qu'on vient dans votre village, qu'on a craqué, on a visité des maisons uniquement dans votre village jusqu'au jour où on aurait peut-être la chance d'en trouver une. » Et c'est ce qui s'est passé, on a trouvé une propriété. C'est le train qui nous... C'est une vitrine, hein. On ne le sait pas, mais les événements culturels, les événements sportifs, des fois les bénévoles, ils ont la tête dans l'organisation et ils ne se rendent pas compte, mais c'est des vitrines sur le reste de la France et même de l'Europe ou du monde. Hein. Il y a des gens qui viennent de partout pour découvrir nos petits endroits qu'on pense perdus, mais qui sont des petits bouts de rêve. Hein.
J'aimerais que tu reviennes, Richard, sur la forêt, là, parce que ça va dire quelque chose de... J'ai eu le sentiment, mais je me trompe peut-être, d'un côté un peu négatif de cette forêt. Ça avait l'air de t'enquiquiner. Enfin, moi je suis étonné que tu dises que c'est bien géré en Ardèche, mais je trouve qu'il y a beaucoup de Douglas, très peu de feuilles. Encore beaucoup de Douglas. Encore beaucoup. Mais ils sont en train de travailler là-dessus. Ah, peut-être, j'ai pas vu le travail. C'est ce que nous a expliqué ce spécialiste qu'on a eu. J'ai pas vu la résultat du travail. Ouais, c'est clair. Je vois beaucoup de Douglas quand je regarde de chez moi. Ouais, il y a des tâches. Oui, mais enfin, ça a été planté pour faire de la... Du Puis bois. maintenant, ça ne vaut plus rien. Alors, de toute façon, donc c'est quand même complètement idiot, hein, c'est sûr. Mais bon, ils sont en train, justement, c'était l'objectif de ce monsieur, dont j'ai oublié le nom, tu t'en souviens, Eric, non, non, et qui est un type qui a vraiment fait des tas d'études sur l'Ardèche, justement, la reforestation de l'Ardèche. Il a dit, mais effectivement, tous ces Douglas, il faudra un jour que ça parte, et pour retransformer, et puis avoir différentes essences, quoi. Il y a comme ça que ça peut aller, quoi. D'accord, alors moi je comprends mieux maintenant ton point de vue. Oui, puis je voulais dire aussi que l'élevage façonne le paysage. C'est ce que tu disais, oui. Ah ben, c'est pas, je suis sûr de ça, parce qu'il faut regarder. En fait. Si tu enlèves l'élevage, ça va se refermer complètement, même sans l'homme. Hein. Naturellement, ça va redevenir une forêt. D'accord. Genêt, ronces, balais, et après frêne, châtaignier, et à la fin c'est le hêtre. Balai, j'adore l'expression. C'est ce que ça Les balailles. Les balais. Les Les balailles en Oh, patois. c'est dur, Les c'est balailles. dur pour ces si beaux genêts. Ouais, les balailles. Ouais, mais non, parce qu'avant, ils faisaient des balais avec ça. Ah bah ouais. Mais c'est par exemple, si on prend Richard, hein, bon, un gars qui est ardéchois, ou en tout cas qui vit en Ardèche et tout, on lui dit... Moi je suis pas ardéchois. Non, mais enfin, si tu vis en Ardèche, bon, voilà, bon, on va dire, tiens, simplement, t'es français. Et si je te dis, alors, combien de fois par semaine ta femme passe la panos? Ah, la panos. Attends, ne lui dis pas. Je sais pas ce que c'est. La serpillière, peut-être. Oui, c'est bien. C'est ça. Il n'est pas mauvais, hein. En langues étrangères, il est assez de... Mais de toute façon, est-ce que tu as quand même un galta suffisant pour en proposer? Un gars, t'as une étagère. Ouais, mais il faudrait que tu aies des mots ardéchois, là, parce que moi j'en ai pas, je parle ardéchoise non plus, il faut que tu répondes, que tu fasses la même chose. Ben, je te dis, j'ai juste un quart d'Ardèche de ardéchois, mais. Mais c'est certainement ton meilleur côté, ton meilleur quart. Ouais, peut-être, voilà. Ça va. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose à cette brillante interview? Vous avez très bien répondu, et si vous avez d'autres choses à dire, n'hésitez pas. Ah si, moi j'ai quand même un petit truc à dire que j'ai pas mon label AB, mais j'ai mon label Goûter l'Ardèche, parce que je trouvais que justement des initiatives locales qui mettent en avant le goût, qui ont des cahiers des charges et tout ça, ben, j'étais contente d'être labellisée, d'être intégrée dans la famille de ça, parce que Ardèche, moi je suis pas ardéchoise, mais je suis fière de l'être par adoption, et avoir mon petit mot Goûter l'Ardèche sur mes produits, ça me plaît bien, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des sites où on peut vous Oui, voir oui, sur oui, Internet? Ah ouais, j'ai Justement, le site de la Mûre Gourmande, je suis aussi sur Facebook, enfin on n'a pas le choix aujourd'hui. Ouais. Et puis ben Richard, je Donc ton site Ouais, c'est bah, lamuregourmande.com. Hein. lamuregourmande.com. Ouais, c'est parti. Eh bien, cet après-midi, nous allons donc partir dans tout ce qui est l'agriculture, la transformation, la recondition et tout ça dans un domaine assez intéressant, puisque j'ai la chance d'avoir d'un côté une charmante dame, Isabelle Gomez, dont le site ou la raison sociale s'appelle La Saveur Sauvage du Fruit. C'est tout un programme. La Mûre Gourmande. La C'est Mûre encore Gourmande, c'est encore mieux, encore mieux. Et Richard Champion, donc, qui s'occupe de châtaignes et qui fait du maraîchage en même temps. C'est ça. J'ai bien ça, je ne me suis pas trompé, donc c'est super. Alors bienvenue à vous tous et à vous toutes, hein, sur les ondes du Studio des Stores et sur toutes les ondes des radios qui nous diffusent. Et donc on va essayer de voir ensemble d'abord ce que vous faites et quel est votre... Alors honneur aux dames, Richard, ça va? Ouais, pas de souci. Ça m'arrange. Donc alors Isabelle, donc en fait, quel est ton travail réellement et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? Eh ben, j'ai repris depuis quelques années, depuis 4 ans, j'ai repris une exploitation qui existait déjà de mûres, qui pour la plupart des pieds ont entre 25 et 35 ans. Donc ce sont des vieux pieds, c'est pour ça qu'ils ne donnent pas les défauts qu'on donne souvent aux mûres, c'est-à-dire des gros fruits noirs qui n'ont pas de goût, qui n'ont aucun intérêt. Comme ils sont redevenus presque à l'état sauvage,
ils donnent une super saveur et c'est pour ça qu'on les transforme. Alors, la mûre, en fait, bon, c'est un fruit, effectivement, ça, on est complètement d'accord là-dessus, mais quel va être l'intérêt, justement, de faire une transformation de ces fruits? Ben, au départ, on n'était pas parti sur la transformation, on faisait partie d'un groupement, d'un GIE qui regroupait des producteurs de fruits rouges sur le plateau au-dessus, sur le plateau du Velay, Oui. et donc on faisait comme tout le monde, on ramassait, on en faisait nos barquettes, on les livrait, elles étaient dispatchées dans la nuit, un petit peu partout sur des détaillants en France. Et tu faisais les marchés aussi, non? Et les marchés aussi. Et puis, on s'est rendu compte que c'est un travail de dingue, déjà à la formation des gens, des cueilleurs, parce que la mûre est un fruit capricieux et qui a une cueillette spécifique, on va Oui, dire. je pense, parce que ça peut s'écraser facilement. Tout à fait. C'est-à-dire que la mûre, elle porte bien son nom, on n'arrive à la cueillir que quand elle est mûre. Oui, Voilà. c'est logique, ouais. Et contrairement à la framboise ou à la fraise, quand on tire dessus, même si elle n'est pas mûre, elle vient. Tandis que la mûre, elle résiste. C'est quand même quelque chose de coriace, elle résiste. D'accord. Mais le fait d'impliquer, de mettre ses doigts dessus pour la prendre, si elle ne vient pas, on l'a marquée et elle ne va pas être super fière le lendemain. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dévoiler la technique de cueillette de la mûre, ou alors c'est top secret? Alors, je vais dire un truc, c'est que d'habitude, c'est mon mari qui s'occupait des cueilleurs. Oui. Donc il est formé, je pensais que c'était toujours bon. Et puis quand j'arrivais en fin de matinée pour reprendre toutes les barquettes à repeser, tout recontrôler avant que ça parte au transport, je me rendais compte qu'il y avait plein d'horreurs qui étaient faites. Et quand je leur demandais de restituer la leçon faite pour mon mari, je me rendais compte qu'ils n'avaient pas cerné l'essentiel. Et en fait, moi, j'avais une phrase essentielle, et qui est rigolote, qui les amusait beaucoup, mais qui leur parlait. Je disais, tu vois, tu ne ramasses que la mûre qui est fière. Ah, joli. Parce que je trouve qu'elles ont, la mûre fière, celle qui est prête, on a vraiment, moi j'avais ce ressenti, j'avais vraiment l'impression qu'elle disait, vous avez vu comment je suis là? J'avais l'impression que Venez me prendre. Ouais, elle a un petit mouvement vers le haut, vers le ciel, elle est très brillante, elle est prête, mais c'est ce côté fier et se la péter. Ah, c'est joli parce que j'ai jamais entendu comme ça parler des mûres, et là, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont se mettre à rêver. Tant mieux. Donc transformation de cette mûre, d'abord ramasser, et là il faut vraiment ces conditions, c'est-à-dire on ne peut pas se permettre de mettre des mûres écrasées dans les barquettes, etc. Alors, jusqu'à l'année dernière, oui, quand on en faisait des barquettes, c'est vraiment, D'accord. j'appelle ça un diktat, c'est bien pour ça qu'on s'est arrêté, parce que soi-disant, on forme les gens à accepter le fruit et les légumes moches. Sur les légumes, ça passe peut-être encore un peu, je pense, mais sur les fruits, ça passe pas. Les gens, quand ils voient des fruits qui sont qui ont des drôles de forme et tout ça, ils pensent plutôt à Tchernobyl qu'à un fruit naturel. Ah ouais, c'est vrai, il a du mal là-dessus. Enfin, ici, c'est pas une référence, parce que les gens ont l'habitude quand même du fruit naturel, mais ailleurs. Donc, cette dictature, en ville, urbain. Donc, la dictature de la barquette, où il ne faut absolument pas qu'il y ait une goutte de jus, qu'il n'y ait pas de grains qui soient irréguliers, machin. Ça a été pendant quelques années, et puis j'ai dit à mon mari, on arrête, parce qu'on paye beaucoup de monde pour ramasser. C'est difficile, c'est long, et puis finalement, on ne ramène pas plus. Et tu as employé le mot de dictature, auquel j'adhère totalement, parce que c'est vrai que c'est la dictature de la beauté du fruit, qui n'est pas forcément la qualité, et encore moins le goût parfois. C'est ça. Et puis le complexe, parce que moi j'avoue qu'avec mes pieds qui avaient entre 25 et 30 ans, mes fruits, ils sont tout à fait, ils ont la taille d'une petite framboise, ils n'ont pas la taille des mûres qu'on voit un peu partout. Ouais. Et du coup, toi quand tu arrives avec tes quelques plateaux, et puis tu te compares avec des gars qui arrivent avec des transpalettes, qui descendent leurs trucs, et qui font des fruits qui ont presque la taille d'un petit abricot, tu te fais ton petit complexe des gens en disant ouais. Donc c'est pour ça qu'on a laissé tomber, parce que la plus-value, la valeur ajoutée, c'est de transformer. D'accord. Donc on peut dire que quand même, tu es dans un contexte naturel. En adéquation complète, cohérence complète, naturelle. C'est du bonheur, on ne vit pas tous les jours, ça c'est sûr, mais c'est du bonheur, t'attenir sous ta fenêtre, tu y es tous les matins à 6 h, que ce soit en hiver pour tailler, pour attacher, pour récolter, pour brûler ce que tu as taillé, et puis transformer tout le long de l'année. Ça c'est du bonheur. Et puis finalement, vendre de la qualité. Si tant est que les gens s'approchent et goûtent tes produits, ça c'est sûr, mais c'est vendre de la qualité. C'est-à-dire que justement, je n'organise sur les marchés où je vais que de la dégustation, parce que comme ça part tout seul, que tu n'as pas besoin de... Parce qu'en fait, on rentre dans une société, cet été, il y a cette canicule qui a existé, qui, je pense, permettra peut-être une prise de conscience sur la dinguerie dans laquelle le monde est en train de partir, quoi, je veux dire.
L'idée que nous on développe dans notre émission, c'est plutôt que de la quantité, trouver de la qualité et de la qualité naturelle. Alors tu voulais aborder un sujet sur le biologique, ça peut être tout à fait intéressant comme discussion, parce que moi j'ai interviewé beaucoup de gens qui, comme Richard, son maraîcher et tout, qui me disaient oh non mais le bio, on est obligé de payer, c'est pas forcément un truc qui soit tout à fait rigoureux, etc. Peut-être il vaut mieux la pleine terre. Alors Richard peut-être pourra nous en parler aussi de ça, mais donc quel est ton point de vue à ce niveau-là? Mon point de vue, c'est surtout d'où je viens, quoi, parce que moi je suis absolument pas. Mes grands-parents étaient maraîchers, mais moi j'ai pas du tout suivi. Moi j'ai fait des hautes études, j'ai pas du tout suivi un cursus là-dedans. Quelles hautes études? Écoute, on parlait de la Suisse il y a pas longtemps. Il y a quelques années, il y a 5 ans, je travaillais encore aux Nations Unies à Genève. D'accord. Donc oui, j'étais dans les relations internationales. Je vais te poser juste une question. Je te redonne la possibilité de retourner à Genève, vivre, etc., avec un salaire mirobolant, avec une maison du côté de Plainpalais ou je sais pas où, etc. Tu fais quoi? Je fais quoi? Mais même pas j'y pense. Je sais pourquoi j'en suis partie. Donc je sais pourquoi je ne retournerai pas. C'est un pays, c'est mon pays. J'adore, hein. Ça n'a rien à voir. La Suisse. Hein? C'est horrible la Suisse? Non, c'est pas horrible. Non, parce que tu vois, je suis pas toute jeune, je suis restée quand même. Pourquoi tu ne retournerais pas? Parce que c'était pas en cohérence avec ce que j'étais profondément. Je pense après, quand tu as fait ton cursus professionnel, tu as été au bout de tout ce qui t'a plu. En fait, c'est mon corps qui a lâché, j'ai eu un accident. Et c'est mon corps qui a parlé avant que je prenne la décision. Ça faisait 1 an que je me disais, il faut que j'arrête. Puis le corps a dit, on se barre parce que sinon ça va pas le faire. Puis on est parti. Et comme on connaissait bien le coin ici, on a craqué, on a acheté, on s'est installé ici, on a tout lâché, tout. Mais quand même, tu es d'accord avec moi que le lac de Joux peut-être te manque un peu. Ah ouais, les belles choses, ça te manque toujours. Ouais. Mais tu dis ça toujours dans le cœur et dans la tête. Ouais, donc alors, transformation, donc on est parti avec Némur, qui finalement, c'est pas terrible de vendre sur les marchés, etc., la cueillette, etc., difficile et tout. Donc, transformation. Ouais, transformation, tu me parlais de naturel, dans le sens où moi je l'ai pris comme ça, sans savoir. Quand notre voisin qui était propriétaire de ces murs est venu nous voir en disant ouais, vous m'avez toujours dit que le jour où je vais les lâcher, je viens de vous en parler. C'est ce qu'il a fait, il est venu, il a dit mon bail s'arrête dans 1 semaine, parce qu'en fait il n'en était pas propriétaire, il était en gérance. Et puis on a dit, en fait on n'avait pas d'argument pour dire non, on a dit oui. Je suis allée voir des tutos en disant comment on fait pour couper des taillés et tout ça. Je me suis dit ça a l'air bien compliqué. Après je suis allée voir Henri Desbeaux, qui est notre parrain, qui m'a gardé un petit peu, qui est venu voir les murs et qui m'a dit mais c'est bien ce que tu as fait, continue ma fille. Et puis du coup on a continué parce que c'était pas difficile. Donc le naturel, par la force des choses, j'aurais pas su faire, j'aurais ni l'expérience, ni les sous pour pas faire du naturel en fait. Nous c'est par défaut parce que s'il faut commencer à mettre des produits, on ne sait pas lesquels, on ne sait pas comment, donc on met rien. Et puis tu engraisses Monsanto, donc... entre autres. Donc transformation alors. Ouais. Transformation, comme je disais tout à l'heure, par rapport au diktat du ramassage et puis la petite plus-value qui est finalement elle est maigre, du fruit frais au kilo, on s'est dit on va tout garder pour nous, on va cueillir, on va tout garder et on va tout transformer. Donc j'ai commencé une gamme simplement, on va dire, par de la confiture de mûre et d'épinay. Et puis après j'ai dit il faut développer, donc j'ai fait du coulis sucré au miel et puis des pâtes de fruits, parce que les pâtes de fruits, les créneaux, il n'y en a pas beaucoup sur le terrain, de la bonne, il n'y en a pas toujours non plus. Et voilà, donc pâtes de fruits naturelles, on y est quoi. D'accord. Et donc là, maintenant, le réseau, la distribution, ça se passe comment? Comme tout le monde, au tout début, c'est du porte-à-porte, c'est te faire connaître, c'est faire goûter, c'est démarcher les magasins de producteurs. Alors moi, j'ai pas de label bio, donc je ne suis pas distribuée par les magasins bio. Mais par contre, tous les magasins de producteurs dans le coin, toutes les petites épiceries sympas, les épiceries frines, les choses comme ça, donc on est dans. Sont attachés à. Ouais. Et puis le marché du samedi matin, pas sur mon secteur, je vais sur le plateau, je vais au Chambon-sur-Ligny. Ah bon? Ouais. Ah tiens. On ne connaît pas. Ouais. On aura l'occasion de se voir alors. Plaisir. Bon voilà, donc cette transformation, cette remise en question de ta vie, oui. Tu la regrettes? Non, je ne risque pas, c'est du bonheur, vraiment chaque fois je me dis mais je l'entends fort ce bonheur, parce que c'est
la nature, c'est ça, c'est t'es connecté, tu es obligé de suivre par les saisons, tu es obligé de suivre comment ça avance, et puis ouais, elle te le rend bien, quoi. Alors, est-ce que tu conseillerais à des jeunes, à des gens qui ont envie de larguer les amarres, parce que quelque part, en ville, tout le monde étouffe maintenant, ça devient une grosse catastrophe, venir par ici sur design, je vais me faire Attention. en chant par Eric, non, ça va, c'est bon. Design, tu l'as bien dit. Design, ouais. J'étais vraiment étonné de cette orthographe, n'est-ce pas, D apostrophe, D, E accent aigu, S-A-I-N, qu'on dit design. Alors, en fait, je me suis On fait va faire expliquer. un petit cours. Ah, tu t'es fait expliquer. Non, mais attends, il y a plein d'explications. J'ai déjà 2 explications, Ah ouais, alors bon. j'en attends une 3e. Ah ben non, c'est certainement une des deux. Les sagnes, Voilà, c'est les marées. voilà ce que Geneviève nous a dit. Donc voilà, il y a de grandes chances que ce soit Mais pourquoi il est écrit avec un I? Tu sais, quand ils sont passés au français, ils ont fait un peu n'importe quoi. Ouais. Quand ils ont commencé à savoir. De patois à français. D'accord. Ah oui, ils ont mis un I là qui se baladait, je sais pas comment foutre avec. C'était saignant cuit à point, tu vois. Et bien donc, ça permet la transition avec Richard, qui lui donc est maraîcher et fait des châtaignes aussi. Castaniculteur. Castaniculteur. Ah, c'est beau comme mot ça. Hein. Ouais, ça te la pète. Ouais. Ça la pète. Donc alors, Richard, toi, donc ton activité est principalement de faire du bio, donc, ou de la pleine terre, je ne sais pas, tu vas nous expliquer. Bio et pleine terre, ça va souvent ensemble. On ne peut pas faire du bio hors sol, hein, ça n'existe pas encore. Après, on peut faire du bio sous serre. D'accord. Ça c'est de plus en plus répandu. Même sur des design, on a des grands producteurs de cerises sous serre. Les frambois sont beaucoup sous serre maintenant, fraises sous serre. Parce qu'on a souvent des plus gros calibres, mais en bio, ça passe. Mais par contre, il faut qu'il y ait un contact avec le sol. Je dis encore parce que les choses changent. Donc, il y a eu un débat qui s'est passé il n'y a pas longtemps sur les tomates. Faut-il chauffer les serres pour avoir les tomates en hiver? Donc ils ont tranché, on peut les chauffer, mais pas n'importe quand. Eric a une technique pour faire rougir les tomates. Donc lui, il se met tout nu devant les tomates et il semblerait que les tomates femelles principalement rougissent mieux. Merci. Et j'ai une grande honte là. Merci. Et Richard, il fait Pourquoi les tomates Qu'est-ce qui se passe? T'as une technique là pour faire rougir les tomates? Déjà, il n'y a pas de tomates femelles ni de tomates mâles. Non, mais bien sûr, c'est n'importe quoi. Et ben, il faut. Ça dépend des saisons. Sur les saisons comme actuellement, où quand même on a commencé, c'était assez froid. Là, il faudra avoir des serres pour avoir des tomates actuellement sur design. Moi, je suis design le haut, on va appeler ça. Je suis à 800 mètres. D'accord. Donc, design, c'est plutôt dans les 400. Donc, moi, sans serre, j'aurais pas encore de tomates. Donc, il y a aussi un peu. On s'adapte souvent avec avec sa ferme et aussi en fonction de ce que les gens demandent localement, parce que moi j'essaye de vendre. Donc tu prônes les circuits courts en fait. Sur le maraîchage, je suis qu'en circuit court. D'accord. Et ça représente presque 60% de la production, voire plus. Et est-ce que tu penses que c'est quand même l'avenir, les circuits courts? Bien sûr que c'est l'avenir. Moi je le pense aussi, mais je veux dire, bon. Hein. Mais il n'y a plus à y penser maintenant, il faut aller vers. C'est fini de penser que c'est l'avenir ou pas l'avenir, on a déjà débattu pendant des années. Tout à fait. Il faut arrêter les transports, donc pour arrêter les transports, il faut produire de plus en plus proche des besoins. Donc alors, ton principe de distribution en fait dans les circuits courts? Eh bien oui, il est très simple en fait. Je vends essentiellement sur un marché producteur le samedi matin, donc à la Mastre. D'accord. Un marché réservé aux producteurs du canton. Ah d'accord. Il semblerait que le marché de la masse soit énorme, hein. C'est vraiment un très très gros marché. Je faisais les deux à une époque, je faisais aussi le Chambon. Ouais. Du samedi. Ouais. Je faisais le mercredi au Chambon et le samedi à... Le petit marché du Chambon. Ouais, qui était quand même pas mal. Le mercredi, c'est un petit marché, c'est quand même pas mal. Les Sud de la Mastre, je le trouve bien supérieur en fait. Et en termes d'évolution, actuellement, je sens qu'il y a de plus en plus de monde. Mais pas que des touristes, aussi pas mal de gens locaux. Il a une très bonne réputation, enfin, tout le monde le dit, hein, dans tous les villages qu'on a pu, où on a pu rencontrer des gens, tout le monde disait que le marché de la masse c'était quelque chose de chouette. Il y a beaucoup de producteurs en bio, mais on peut quasi tout trouver en bio, du cochon, agneau, du fromage de chèvre, fromage de brebis, fromage de vache maintenant. D'accord. Et légumes, il manquerait les fruits en bio. D'accord. Le pain aussi. Il y a le pain. Ouais. Oui, il y a le pain, oui. Le miel. Non, il n'est pas en bio, Stéphane. Alors, donc toi tu es bio ou pleine terre? À pleine terre, on est obligé pour être bio.
D'accord, ok, mais tu es bio, tu as une certification bio. Oui, je suis certifié par EcoCert. D'accord, voilà. Donc tu parlais tout à l'heure, il y en a qui disent que ça coûte cher en fait de se certifier. Mais ils sont de vrai, oui. Moi je dis que c'est une erreur. Hein. C'est Alors, une erreur de explique-nous. réfléchir à ça, Explique-nous. de penser ça. C'est une erreur déjà parce que c'est pas vrai. Donc moi, ça me coûte à peu près 440 € je crois, TTC, le À l'année. contrôle EcoCert, voilà, c'est un contrôle par an, donc c'est bien. Et ça me rapporte par rapport aux aides, donc on a ce qu'on appelle un crédit d'impôt. Parce qu'il y a des aides qui sont Bien pour le sûr. bio maintenant. Il y a des aides, crédit d'impôt, cette année c'est passé à 3 500 €. Ah oui, c'est pas. Donc tu fais déjà la différence, tu as plus 3 000. Tu n'as rien produit, hein, tu as Oui, juste c'est ça. fait remplir un papier, crédit d'impôt, c'est très simple. Ok. Et ensuite, après, tu as des aides de la PAC, la politique agricole commune, qui a lancé des aides de maintien à l'agriculture biologique, qui vont être supprimées l'année prochaine ou cette année, on ne sait pas, c'est un peu vague pour moi, j'ai pas tout compris. Et là, tu pouvais toucher aussi entre 3 et 4 000 €. Donc ça veut dire que un jeune agriculteur qui démarre aurait peut-être tendance à se mettre directement dans le bio. Parce que la transformation est quand même délicate, non? Ou bien Je vais te parler de ce que je la connais. transition, oui. Parce que ce que je ne connais pas, c'est entre l'arbre, je suis très mauvais en arbre, j'ai quelques arbres, mais je suis catastrophe, je suis pas bon. Moi. Donc je pense que en arbre, c'est compliqué de passer de la chimie, on va arrêter de dire conventionnel, on va employer les vrais termes, de l'agriculture chimique. Bah oui, c'est ça, c'est le mot. Et de passer de l'agriculture chimique à l'agriculture biologique, je pense que c'est compliqué quand on est en arbre. En maraîchage, normalement, tu as 2 ans de conversion de terre, c'est-à-dire pendant 2 ans, tu produis en bio, mais tu ne peux pas vendre en bio. Oui, d'accord. Parce que la terre est souillée encore. Parce que la terre, on estime qu'il faut 2 ans pour que les résidus de pesticides. Ça te paraît juste, ça, 2 ans ou... Un peu limite, je pense. Ouais, ça on dépend aussi, ce que tu as hein. mis dedans. Après, sur les cas un peu qui estiment limite, ils peuvent demander des analyses de sol. D'accord. C'est des organismes certifiés. Et là, pendant ces 2 ans, il n'y a aucune aide, donc. Ou bien, si. Tu as l'aide, la PAC te donne de l'aide sur la conversion. Donc, c'est plus Le problème, c'est de savoir est-ce que c'est viable ou pas, quoi. Comment ça, qu'est-ce qui Parce que tu peux quand même vivre, quoi, je veux dire, parce que chez nous en Suisse, il y a beaucoup de gens maintenant qui se tournent vers le bio, hein, il y a énormément, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'aides, hein, et ils arrivent quand même à s'en sortir pendant cette transition. Qui peut être. C'est un challenge, je pense qu'on ne fait pas ça pour l'argent. D'accord. On fait ça par rapport à une éthique. Est-ce qu'on est capable au fait, de produire des produits qui vont nourrir les hommes, au fait, et en sachant que tu as un risque de les intoxiquer. C'est quand même dur de penser ça. Mais oui. Ouais, c'est. Bon, moi, je ne pourrais pas. J'ai jamais été un chimiste. Mais oui, il y a quand même actuellement une prise de conscience des consommateurs, en tout cas je l'espère. Sur le canton de la Mastre, on le voit, cette prise de conscience. C'est une prise de conscience double. C'est une prise de conscience locale, parce que le marché de la Mastre n'est pas que bio, mais il y a aussi une prise de conscience locale et bio. En fait, ils sont. Ce marché se développe, je pense que c'est par rapport aux deux, circuit court et aussi agriculture biologique. Parce qu'on voit sur les marchés que je fréquente régulièrement et tout, des énormes stands étals de produits chimiques, hein, appelons-les par leur nom, hein, etc. Je ne vais pas faire que des copains. Moi je m'en fous, je suis très tranquille et tout. Moi, les gens connaissent mon opinion, moi je suis médecin homéopathe, donc je veux dire, automatiquement, tu vois, déjà, j'ai pas que des copains. Ah ouais, c'est un bon débat, l'homéopathie en ce moment. Pardon? C'est un bon débat, l'homéopathie en ce moment. Oui, mais il y a homéopathie, mais ça on en parlera en antenne. Je vous expliquerai mon point de vue. Mais ceci étant, donc effectivement, il y a quand même, il semblerait, et c'est ce qu'on souhaite, une prise de conscience des consommateurs. Ben oui, moi je pense qu'elle est là. Mais il faudrait peut-être encore un peu plus d'aide publique pour développer encore plus l'agriculture biologique. On a tendance actuellement à plutôt... le nombre de paysans en France diminue. Ça, c'est une réalité. Pourquoi il diminue? Parce que le problème, c'est l'acquisition de la terre. C'est difficile de s'installer parce que c'est difficile d'avoir des terres actuellement. C'est lié à la SAFER, ce truc-là, ou bien non? Je pense que c'est plutôt une histoire d'aide, mais ça, il faudrait plutôt demander aux éleveurs, mais je ne maîtrise pas tout la PAC. Je maîtrise mon petit coin maraîchage et châtaigne. Je pense que les terres sont primées. Donc maintenant, si tu veux lâcher une terre, en fait, tu n'as pas envie de la lâcher parce que tu as des primes dessus. Et ça fait montrer le prix de la terre. Donc quand il y a une ferme qui arrête, elle a plutôt tendance à partir à l'agrandissement d'une autre ferme, qui va toucher de l'argent par le biais des subventions,
sans rien foutre. Ouais, sans travailler vraiment la terre. Tu n'as pas une obligation de travail. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais il faut le dire, ça c'est quand même important, il faut le dire, hein, parce que on a quand même besoin de toute façon des agriculteurs, des éleveurs, et des maraîchers, etc. etc. Donc bon, il faut quand même qu'on bouffe, quoi. Bah, il faut, nous on prenait au fait au début, là, on s'était réunis avec plusieurs agriculteurs, d'essayer de répartir les terrains actuellement sur le canton des Aignes en fonction de ce qu'on avait besoin. Ce qui est logique. On se retrouve, les bonnes terres, c'est souvent pour faire de l'herbe pour les vaches, alors on s'est dit peut-être qu'on pourrait prendre plus les terres des fermes qu'on avait ensemble pour faire du maraîchage et plutôt là-haut faire de l'herbe pour les bêtes, tu vois. Mais c'est très très compliqué de mettre ça en place. Alors il y a une question qui me vient à l'esprit comme ça, donc si on s'en réfère à des grands philosophes qui ont existé, comme Gandhi, il semblerait qu'effectivement, l'une des solutions pour nourrir la terre soit un peu plus de végétarisme. Alors c'est peut-être quelque chose qui va peut-être t'intéresser en tant que maraîcher, mais je veux dire, est-ce que continuer à faire une culture intensive de maïs pour nourrir des bêtes et bouffer de la viande, est-ce que ça vous paraît logique avec une envie d'aller vers un autre monde? Bon, je pense que comme toute chose, c'est la mesure. Hein. Donc si les gens, enfin aujourd'hui il a été quand même avancé que manger de la viande tous les jours c'est une aberration, Donc pourquoi priver les gens du plaisir de la viande je veux dire, l'humain, l'homme est aussi un chasseur, enfin il a été comme ça, il peut très bien continuer à manger de la viande, mais si tout le monde le faisait une fois par semaine, et pas plus, on s'en sortirait, on pourrait quand même redistribuer les terres autrement que ce qui se fait. Nous ici en Ardèche, on n'est pas objectif, parce que quand on voit cavaler des cochons dans les forêts et qui vont être servis sur le marché avec du porc bio, et toute notre viande ici dans le coin est une viande, on va dire, respectueuse, jusqu'au bout de ta fourchette, tu vas manger un animal qui aura été conduit, élevé avec respect. Mais après, le problème, c'est ça, c'est quand on voit toutes ces façons d'élevage intensif sur des animaux, des animaux qui, certains ont encore la chance de sentir ce que c'est de la terre et un rayon de soleil, mais beaucoup d'autres, la majorité, c'est pas le cas. Ils ne mangent pas d'éléments bruts, ils ne broutent pas, ils mangent que des choses transformées, des farines, tout ça. Ils sont éloignés de leurs conditions de vie. Et tu te dis, mais ça c'est une aberration. Et c'est là-dessus, c'est dans le nombre qu'on arrivera à réguler ce genre de truc, à faire tomber ces aberrations. Mais bon, regarde, on parle en ce moment de ces accords avec le Canada. On est en plein dedans, parce que c'est de gros exportateurs de viande, donc, et qui ne sont pas du tout conduites de la même façon qu'on a. Alors, on n'a rien contre fermer les portes, on ne va pas devenir... Mais tu te dis, on ne va pas sur certaines choses, dans la tête, le discours, on le trouve intelligent et cohérent, mais après, il y a plein de non-sens qui fuitent à d'autres endroits, donc c'est pas facile. C'est pas facile. Alors bon, dire que le végétarisme c'est la solution, c'est peut-être un peu trop rapide comme discours, mais en tout cas, ouais, de mettre de la mesure dans toute chose, de manger des abricots du matin au soir, c'est pas plus cohérent que de manger de la viande à tous tes repas. À partir du moment où on équilibre ses repas, manger du fromage à tous les repas, c'est pas bon non plus, etc. Et boire du vin comme tout est dans la mesure. Le problème, c'est qu'on n'est pas comme ça dans notre société, quoi. Voilà. Roland. Hein? Oui, à toi. Richard, pardon. Ouais, Roland. Il est mort de haut, il y a la Non, Eric n'a aucune charité chrétienne, hein, je tiens à vous dire. Donc Richard, toi, ton point de vue. Moi, j'élève quelques animaux, mais pour moi, c'est des cochons. C'est pratique pour recycler tous les invendus. D'accord. Tu vois, tout ce qui est invendu en légumes et en châtaignes aussi. Tu as pas mal de châtaignes que tu ne peux pas commercialiser. Donc, soit tu les jettes, soit tu donnes à des bêtes. Et un autre truc que je voulais dire, c'est que si tu en regardes autour de nous, là, enfin, on ne peut pas, là, parce qu'on est dedans, mais tout le paysage est façonné par l'élevage ici. Si tu regardes tout ce qui est vert, c'est pas du maraîchage, c'est un peu de l'arbre aussi qui façonne le paysage maintenant avec les serres, là. Mais tout ce qui est vert, les prairies, tout ça, c'est du maintien qui est fait par l'élevage, quoi. Soit du pâturage, soit du fauchage. Et la forêt gagne, hein, quand même. Hein. Et c'est de moins en moins vert. Ah ouais, de moins en moins vert. Ah ouais, ça c'est vraiment... Justement, ce matin, je regardais une carte postale du début du siècle dernier, du village, mais c'est impressionnant, quoi.
il n'y avait pas du tout d'arbres derrière, en face, il n'y avait pas d'arbres du tout, ce n'était que des prairies, des prairies, des prairies. Oh, tu regardes, tu dis waouh! Alors que là, la forêt, elle est aux portes de partout. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Tant que le pétrole sera pas cher, ça peut marcher comme ça, mais le jour où le pétrole devient à 5-6 euros le litre, ça ne marchera plus comme ça. Explique-toi là. Ce système, au fait, que tu dis, là, il y a 50 ans, ça marchait parce qu'à Design, il y avait 3000 personnes, il y avait énormément de gens ici. Ouais. Là, on a remplacé les hommes par des machines, là où elles peuvent aller. Là où les machines ne peuvent pas aller, on a mis de la forêt en plus rentable. C'est ça. D'accord. Mais la forêt, enfin, on a eu toute une émission sur la reforestation, où il semblerait qu'en Ardèche, la reforestation soit faite de manière intelligente, c'est-à-dire en fait avec une grande diversité, et ça serait un exemple pour la France entière, voire même l'Europe. Hein. Donc on a un grand spécialiste qui est intervenu donc, dans l'émission et qui nous a expliqué ça. Alors je sais pas, moi il me semble que vraiment on a besoin d'O2, d'oxygène. Hein. Je veux dire, si on n'a pas de dioxygène, c'est quand même les arbres qui nous les fournissent. Oui, c'est évident, hein, de toute manière, nous on s'y est installé pour ça, c'est qu'au début, on venait participer au trail et de courir et de voir toutes ces variétés, ces arbres, ces espèces mélangées. On trouvait que c'était magique, quoi, alors qu'on venait quand même de Savoie, de Suisse, où il y a quand même de belles forêts, mais qui n'étaient pas aussi variées, aussi chouettes qu'ici. Mais en même temps, c'est sûr qu'on fait partie des départements les moins pollués de France, parce qu'on n'a pas de passif industriel, de chimie, etc. Donc c'est aussi une chance. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ce... Excuse-moi, Richard, je t'interromps. Ça me revient en idée, cette notion de trail dont tu nous parles. Reviens un peu là-dessus. Eh ben, écoute, on a fait partie avec mon mari. Bon, moi je l'accompagnais, mais quand je l'ai rencontré, c'était un trailer, un coureur assidu, donc il a même participé à l'UTMB, hein, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Alors attention, hein, pour les auditeurs, c'est pas de la moto de trail, soit très clair. Hein. C'est de la course nature, en forêt, endurance. Ah oui, c'est surtout des grosses distances. C'est intensif. En fait, ici, dans le village, on a un des plus anciens trails de France. C'est vraiment qui existe depuis plus de 15 ans. Alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est développé de plus en plus. Tous les départements ont leur trail, tandis qu'ici, on faisait partie vraiment des plus anciens. Et on y venait il y a plus de 15 ans, quoi. Et on faisait partie des premières éditions où on adorait l'ambiance des bénévoles, ce petit truc, et on a craqué pour ça. Et quand on l'avait dit au maire, à M. Barre, et quand il nous avait posé la question en disant « Mais qu'est-ce qui vous a amené ici ?» On lui a dit « Mais monsieur, ça fait 10 ans qu'on vient dans votre village, qu'on a craqué, on a visité des maisons uniquement dans votre village jusqu'au jour où on aurait peut-être la chance d'en trouver une. » Et c'est ce qui s'est passé, on a trouvé une propriété. C'est le train qui nous... C'est une vitrine, hein. On ne le sait pas, mais les événements culturels, les événements sportifs, des fois les bénévoles, ils ont la tête dans l'organisation et ils ne se rendent pas compte, mais c'est des vitrines sur le reste de la France et même de l'Europe ou du monde. Hein. Il y a des gens qui viennent de partout pour découvrir nos petits endroits qu'on pense perdus, mais qui sont des petits bouts de rêve. Hein. J'aimerais que tu reviennes, Richard, sur la forêt, là, parce que ça avait l'air quelque chose de... J'ai eu le sentiment, mais je me trompe peut-être, d'un côté un peu négatif de cette forêt. Ça avait l'air de t'enquiquiner. Moi, je suis étonné que tu dises que c'est bien géré en Ardèche, mais je trouve qu'il y a beaucoup de douglas, très peu de feuilles. Encore beaucoup de douglas. Encore beaucoup. Mais ils sont en train de travailler là-dessus. Ah, peut-être. Non, j'ai pas vu le travail. C'est ce que nous a expliqué ce spécialiste qu'on a eu. J'ai pas vu les résultats du travail. Ouais, c'est clair. Je vois beaucoup de douglas quand je regarde de chez moi. Ouais, il y a des tâches. Hein. Oui, mais enfin, ça a été planté pour faire de la... Puis maintenant, ça ne vaut plus rien. Alors, de toute façon, donc c'est quand même complètement idiot, hein, c'est sûr. Mais bon, ils sont en train, justement, c'était l'objectif de ce monsieur, dont j'ai oublié le nom, peut-être tu t'en souviens, Eric, non, et qui est un type qui a vraiment fait des tas d'études sur l'Ardèche, justement, la reforestation de l'Ardèche. Il a dit, mais effectivement, tous ces douglas, il faudra un jour que ça parte, et pour retransformer, et puis avoir différentes essences, quoi. Il y a comme ça que ça peut aller, quoi. D'accord, alors je comprends mieux maintenant ton point de vue. Oui, puis je voulais dire aussi que l'élevage façonne le paysage. C'est ce que tu disais, oui. Ah ben, c'est pas, je suis sûr de ça, parce qu'il faut regarder. En fait. Si tu enlèves l'élevage, ça va se refermer complètement, même sans l'homme. Hein. Naturellement, ça va redevenir une forêt. D'accord. Genêt, ronce, balai, et après frêne, châtaignier, et à la fin, c'est le hêtre. Balai, j'adore l'expression.
Qu'est-ce que ça? Les balailles. Les Les balailles. genêts. Les Les genêts. balailles en Oh, patois. c'est Ouais. dur, Les c'est balailles. dur pour ces si beaux genêts. Ouais, les balailles. Ouais, mais c'est non, parce qu'avant, ils faisaient des balais avec ça. Ah bah ouais, ouais. Ils ont- Mais c'est par exemple, si on prend Richard, hein, bon, un gars qui est ardéchois, ou en tout cas qui vit en Ardèche et tout, on lui dit, Moi, je suis pas des choix. non mais enfin tu vis en si tu vis en Ardèche, bon, voilà, bon, on va dire, tiens, simplement, t'es français. Et si je te dis, alors combien de fois par semaine ta femme passe la panos? Ah, la panos. Attends, ne lui dis pas. Je sais pas ce que c'est. La serpillière, peut-être. Oui, c'est bien. C'est ça. Il n'est pas mauvais. Hein. En langues étrangères, il est assez de... Mais de toute façon, est-ce que tu as quand même un galta suffisant pour en proposer? Un gars, t'as une étagère. Ouais, mais il faudrait que tu aies des mots ardéchois, là, parce que moi j'en ai pas, je parle des choses non plus, il faut que tu répondes, que tu fasses la même chose. Ben, je te dis, moi, j'ai juste un quart d'Ardèche de choix, mais. Mais c'est certainement ton meilleur côté, ton meilleur quart. Ouais, peut-être. Ouais. Ça va, ça va. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose à cette brillante interview? Vous avez très bien répondu, et si vous avez d'autres choses à dire, n'hésitez pas. Ah si, moi j'ai quand même un petit truc à dire que j'ai pas mon label AB, mais j'ai mon label Goûter l'Ardèche, parce que je trouvais que justement des initiatives locales qui mettent en avant le goût, qui ont des cahiers des charges et tout ça, ben, j'ai été contente d'être labellisée, d'être intégrée dans la famille de ça, parce que Ardèche, moi je suis pas ardéchoise, mais je suis fière de l'être par adoption, et avoir mon petit mot Goûter l'Ardèche sur mes produits, ça me plaît bien, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des sites où on peut vous Oui, voir oui, sur bonne idée. Internet? Ah ouais, Justement, aussi. j'ai le site de la Mûre Gourmande, je suis aussi sur Facebook, enfin on n'a pas le choix aujourd'hui. Et puis ben Richard, je crois. Donc ton site Ouais, c'est bah, Lamuregourmande.com, hein. lamuregourmande.com. Venez au marché du terroir samedi matin. Au Chambon-sur-Lignon. Au Chambon. Ah, samedi, le Venez voir les mercredi. producteurs locaux. Voilà, on Voilà. vous fait goûter, on vous attend. Voilà, les messages sont passés. Merci à tous les deux. Merci. Et puis bonne continuation alors. Voilà, on s'accroche. C'est bien. Merci.